Mais encore aujourd'hui, on dit qu'il faut être professionnel. C'est vrai que dans une certaine mesure, il faut l'être. Il y a un effort de réflexion à faire sur tous les aspects. Absolument tous. Le bâtiment, l'espace, le silence. L'hôpital, ça doit être un havre de calme. Ce n'est pas ça. C'est un truc où il y a de l'agitation dans tous les coins, où il y a des chariots, des lits, des alarmes, des ci, des là, enfin, etc., des coups de téléphone, des bips. C'est un bruit infernal, en fait. Non, mais c'est vrai, je suis désolée, les visites qui viennent avec 3, 4, 5 enfants, il y a tous les enfants qui courent dans les couloirs. Non, mais quand je dis que moi, mes neveux et nièces, je n'ai pas intérêt à les entendre, je te jure que c'est ça, quoi. Ce qui est difficile, surtout en pédiatrie, c'est qu'il faut pouvoir faire 10 choses en même temps. C'est pas en amenant un enfant comme ça chez un toubib qu'il n'a jamais vu qu'on va avoir l'expression de la douleur, de la maladie, de la souffrance, de ceci et de cela. Donc ça peut venir quand on a un dialogue singulier, quand il y a une confiance qui s'installe. Donc quelque part, il y a de ça dans la consultation, il y a presque de la médecine vétérinaire. En ik kwam vanuit de school van Leuven en ik moet zeggen dat het eerste jaar in Brussel werken heel moeilijk was. Omdat ik eerst en vooral het mentaliteitsverschil tussen Leuven, de katholieke opleiding, en Brussel, de vrijzinnige, dat was een hele andere wereld voor mij. L'éclairage est parfois très différent, hein, parce qu'il y a... je veux dire, comme médecin, je vous avais dit qu'on était extrêmement présent dans l'unité, à la disposition des familles, mais c'est vrai qu'on n'est pas au lit du patient, on n'est pas au chevet du patient. Donc l'infirmière peut passer toute sa journée à côté d'un parent et discuter avec le parent toute la journée. Oui, en tout cas, nous, ce qu'on vit surtout maintenant, c'est que les hospitalisations sont raccourcies au maximum. Du coup, les enfants qui sont hospitalisés sont toujours en situation plus aiguë. Et donc, c'est une prise en charge plus lourde pour les soignants. Ouais, le soir matin, je dois prendre quelque chose pour dormir, je dors pas. C'est pas toujours évident. Bah déjà pour la langue, il y en a certains qui parlent pas français ou néerlandais, ça c'est très compliqué. Et puis bah oui, le fait qu'on n'ait pas la même culture, 2 personnes dans une même chambre, par exemple une nord-africaine et une nord-africaine, bah, parfois ça peut poser problème parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon, les visites c'est différent. Et on a déjà eu des conflits. Oui. Ouais. Si par exemple c'est un papa qui dort et là à côté c'est la maman qui veut dormir, bah, elle n'accepte pas parce que voilà, elle te dit je suis musulmane, je veux pas. Mais bon, moi je suis aussi musulmane et si mon enfant est malade, moi je reste à côté de mon bébé. Il y a des cultures différentes, ça aussi c'est difficile pour les jeunes soignants, hein, parce que chez nous on a des populations très variées, donc en passant d'une chambre à l'autre, elle doit s'adapter à un contexte tout à fait différent. Il est clair que si on écoute sans émotion profonde, l'enfant ne se sentira pas écouté et on risque en plus de passer à côté d'un diagnostic. Faut pas qu'on oublie l'humain, quoi. Voilà. Et l'humain, c'est quelque chose qu'on ne sait pas prescrire. On ne sait pas quantifier dans une seringue combien d'humains on a donné par jour. Est-ce que moi je soigne des malades? C'est pas certain. Je soigne des gens qui ne vont pas bien ou qui ont mal, mais c'est pas pour ça qu'ils sont malades. Et puis on a toujours dit je ferai jamais ci ou je ferai toujours ça. Ouais. Puis à un moment donné on doit l'acter par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Il faut l'acter, il faut traverser ces valeurs, il faut les vivre. Et puis la situation est là et de nouveau très très vite. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai dit, que je ferai pas, que je ferai jamais, que je l'ai écrit, je l'ai dit à mes chefs, et puis maintenant je fais quoi? Bijvoorbeeld over euthanasie, palliatieve zorg en zo van die dingen, denk ik dat ik sommige dingen niet tegen een katholiek zou vertellen. Parce que notre fonction est d'être infirmière, mais avant tout on est des hommes et des femmes, et si nous, en tant qu'hommes et femmes travaillant en milieu hospitalier, on ne se respecte pas entre nous, comment veux-tu qu'on respecte le patient dans le lit, l'homme et la femme dans le lit malade? Il y a une rentabilité en médecine, c'est pas si simple que ça. C'est pas fait pour ça au départ. Soigner les gens, c'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est pas le patient qui devrait être au centre de toutes les préoccupations, mais la maladie.
qui devrait être au centre et que les patients et leurs familles devraient être des partenaires avec les soignants contre cette maladie ou pour prendre en charge cette maladie. On vit dans une période où j'ai l'impression qu'on est quelque part où la plupart des médecins veulent surtout avoir des droits. Les jeunes médecins. C'est qu'on prend enfin en considération un enfant malade. Que l'enfant n'est pas seul, qu'il y a une famille, qu'il y a d'avoir une salle de jeu, d'avoir l'école. Donc il y a quand même une prise de conscience qu'un enfant hospitalisé, c'est pas rien. Si on reste dans son coin en se disant bon, ben c'est bon, on a tous eu l'éthique, mais on n'a pas la même, et puis on en reste là, j'en fais rien, on va pas s'en sortir. Il n'y a pas assez de réflexion sur la manière d'envisager le travail à l'hôpital. Il faut essayer de se faire entendre et pas se dire ah ben bon, moi c'est pas comme ça que je voulais faire, mais tant pis, je fais comme on me dit parce que je pense que sinon on tient pas le coup si on fait des choses qui sont contradictoires avec la manière dont on voit son travail, mais je pense qu'on peut pas, enfin pour moi en tout cas, moi je peux pas travailler comme ça. Et je pense que ceux qui disent, je connais des collègues comme ça qui me disent il y a une barrière étanche entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est une illusion en fait. Maintenant, c'est clairement quand je ferme les portes de l'unité, mon histoire dans l'unité, c'est mon histoire dans l'unité. Et mon histoire chez moi, c'est mon histoire chez moi. Et comment faire pour rentrer chez soi à la maison et de laisser un petit peu les soucis ici, de pas les emporter avec. Par exemple, dans notre service, il y a tout. Je pense qu'il y a une culture d'équipe. C'est vrai qu'une bonne équipe, quand la charge de travail est lourde, même si elle est lourde et il y a une bonne ambiance, le travail va le mettre en place. Ça sera toujours génial, nickel. Dat is heel belangrijk, een goede sfeer tussen de collega's. Want over een tijdje was er echt een groot probleem. En dan dacht ik, oei, nu moet ik weer gaan werken. C'est quoi une équipe? C'est pas parce qu'on met plein de noms sur un listing et un horaire qu'il y a une équipe. Une équipe, c'est autre chose, c'est une osmose. Donc j'ai des filles formidables dans mon équipe, avec des caractères différents, mais ça c'est positif, quoi, je dirais, d'avoir des gens avec des caractères différents. Ben voilà, quoi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est pas ça qui me fait le plus mal, c'est de voir que certaines autorités dans l'institution n'en ont rien à battre, entre guillemets. C'est le financier qui prend le dessus. Oui, parce qu'il veut garder la clientèle et il préfère perdre une infirmière qu'un patient. Hein. On va dire ça comme ça. On n'est pas irremplaçable, hein. Ça on l'entend souvent. Hein. Maar in die tijd was de structuur van de sociale dienst helemaal anders. Hè. Toen hadden we nog een directrice, een onderdirectrice, een groepshoofd. En mijn groepshoofd, dat was zo echt een moederklok zo, hè, die over haar schipjes waakte. En we konden daar altijd bij terecht. Je pense que les médecins ont peu été conscients de ce type de problème, parce qu'ils sont dans une position un peu, entre guillemets, de surhomme comme ça. Donc, on s'autorise pas à s'écouter. On s'écoute pas. On dit oui, il faut valoriser la profession, mais c'est pas pour ça qu'on nous paye plus ou qu'on donne des avantages. 3 cartes en 20 ans d'ancienneté, 1600 €. On a le sentiment que au bout de X années, ils vont te dire pour la moindre erreur dehors et ils vont aller engager une petite nouvelle parce que ça va leur coûter moins cher déjà. Puis toi, on va pas te dire merci, hein, ça c'est sûr. Quand on a bien réussi, on est Dieu le Père. Hein. J'ai déjà eu une réflexion comme ça dans le couloir, l'enfant criait quoi et la maman elle disait tu arrêtes sinon madame, et moi je passais juste, hein, sinon madame va te piquer. J'ai dit mais non madame, vous n'avez pas à lui dire ça, alors que moi je suis là pour le soigner et... Quand on pique, c'est vrai, ce téléphone sont tout le temps en train de piquer. Et c'est vrai que c'est stressant. On n'en peut plus. Mais non, parce que pour ne pas être émotif, on essaye de se rendre plus fort, de se construire des protections. Mais du coup, on se coupe de ses émotions et du coup, on devient froid ou on devient... Tu pleures, tu t'effondres, tu as la gorge serrée, tu une perte d'appétit, une perte de sommeil, et voilà. Il
il titube, il va pas clair, enfin, il a des douleurs insurmontables. C'est un patient que je connais. Je dis, écoute, c'est pas une arnoldite que tu as, c'est autre chose. Hein. Donc, je téléphone à son médecin traitant, je lui explique le truc, et le type dit, bon, écoute, qu'il vienne tout de suite. Donc il va chez le médecin dit il y a un autre problème, c'est pas bon, et on le renvoie dans son hôpital universitaire où on considère qu'il joue la comédie. Et donc c'est un monsieur qui faisait une petite hémorragie à bas bruit et donc il a des séquelles abominables. Il y a 2 jours, quand le médecin a annoncé que l'enfant, c'était le dernier traitement et que c'était la fin, cet enfant se trouvait là dans le lit, c'est dur, hein. Et donc cet enfant est arrivé et m'a dit, tu ne vas pas me laisser mourir. Ouh. Et malheureusement, le soir même, il est mort. Alors je peux vous dire que ça, j'en ai pas dormi pendant 1 semaine. Oui. Et donc c'était une histoire particulièrement lourde parce qu'en plus, non seulement pour cet enfant, mais en plus c'était un enfant dont le papa était décédé d'un cancer quelques années avant. Et en fait, j'ai pu tourner la page 10 ans après parce que la maman est revenue me voir, elle avait refondé un couple, elle avait eu 2 enfants et elle est revenue me présenter ses enfants. Je trouve ça scandaleux qu'un jeune de 15 ans meure. Je dis pas une personne qui a bien vécu, qui a 80, 90 ans, c'est normal, mais... Une vieille bobo. Voilà. Mais pas un jeune, je trouve ça... Il y a une forme de myopathie foudroyante où les enfants meurent, on dit en lent, et on sait comment l'enfant meurt. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. J'ai eu un décès presque, à peu près certainement évitable, où il a fallu beaucoup me soutenir pour que je n'arrête pas immédiatement l'anesthésie. Forcément, si on est infirmière, on va côtoyer la mort, la souffrance, la douleur, des choses extrêmes parfois. Et donc une fois que le décès arrive, on essaye que ça se passe le plus proche physiquement possible des parents. Donc en général, on propose de mettre l'enfant dans les bras des parents. Ce qui est même déjà arrivé, c'est que quand l'enfant est beaucoup plus grand, alors c'est que un des parents se couche dans le lit à côté de l'enfant. Et donc on fait les manœuvres par exemple d'extubation en présence des parents. Parfois, derrière une constipation, il y a des drames. L'enfant est entre guillemets bouché, mais quand on gratte un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a comme drame? Vous avez des enfants qui viennent à l'hôpital sans savoir où ils viennent, hein. Ils vont se faire opérer, ils viennent avec leur sac à dos, hein. Ils vont aller à l'école en fait, et puis non, ils se retrouvent à l'hôpital et tu vas passer sur le billard, t'es pas au courant. Ou on va aller au parc d'attractions, ou on va aller se promener, et le gosse il est là, il va se faire opérer. Tout ce qu'on fait est potentiellement dangereux. Bon, il y a la technique, mais il y a aussi en fait la confiance qu'on a dans son propre savoir-faire, en fait. C'est pouvoir amener du professionnalisme là où il faut, quand il faut, tout en ne plaquant pas à tout le monde les mêmes solutions dans les mêmes situations. La psychologie n'a pas une réponse claire par rapport aux troubles anxieux. Ça ne la touche pas nécessairement très fort. L'important, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, dans le parcours dans lequel on est. La seule chose que je dis souvent et que je répète souvent, c'est que pour bien soigner l'autre, il faut pouvoir prendre soin de soi-même. Un soignant qui vit des situations difficiles, qui est particulièrement, comme ici, comme intensiviste, confronté à un stress permanent, doit avoir une vie hors hôpital ou hors métier, qui soit une vie qui soit satisfaisante et qui soit, si vous voulez, une vie dans laquelle il peut se ressourcer. Et je crois que les statistiques qui disent qu'au bout de 7 ans, une infirmière, elle en a ras-le-bol, elle veut voir autre chose, c'est vrai. Si j'avais 20 000 €, j'irais ouvrir ma crèche, voilà. Als je in een ziekenhuis wilt werken en in een openbaar ziekenhuis, dan moet je je op voorbereiden dat
dat het niet gemakkelijk is, dat het hard is en dat het knokken is tot op het einde. Non, c'est pas pour les horaires ni pour l'argent qu'on reste, ça c'est sûr. Ik denk dat je een soort van idealisme moet hebben om eraan te beginnen. En voor mij, je grootste drijfveer moet zijn om mensen te willen helpen. Je moet het niet doen voor een goed loon, je moet het niet doen voor schone uren, want dat is het niet. De grootste drijfveer moet je sociaal engagement zijn om mensen te willen helpen. Je pense que on doit encore se former, et encore se former, et encore se former. Et tout le monde, hein? Als dat iemand is die heel intelligent is, dan zou ik zeggen, kind, doe na je studie, studeer iets verder. Ja, want als je op ons niveau blijft, dan zit je altijd bij de kleintjes. C'est une des rares professions où la pénurie n'améliore pas les conditions de travail des gens du terrain. Moi, je pense qu'on manque plus de personnel compétent que de personnel en nombre. Je pense que s'il y avait plus de personnel soignant, je pense qu'il y a des choses, des difficultés qui seraient là en moins quand même. Quand un patient vous fait savoir, pas tout de suite après, parce que ça c'est encore dans la norme, mais un bout de temps après, je pense toujours à vous, vous m'avez bien aidé, ça reste une récompense à nul autre pareil, pour employer une phrase un peu gnognon. Il y a eu beaucoup de très beaux moments, mais je pense à un moment comme ça où une nuit de garde à Noël, il y a une famille qui est arrivée à minuit quasiment pile dans le couloir pour me dire, ben voilà le petit bout auquel vous avez participé à la réanimation il y a 10 ans. Moi, je sais que j'ai été très touchée, par exemple, par un mot qu'une maman m'a écrit après le décès de son enfant. Et alors, les meilleurs moments, je trouve, pour moi, c'est quand les patients qu'on a soignés, qu'on a perdu de vue, deviennent adultes, et puis qu'un beau jour, ils débarquent à l'hôpital pour venir dire bonjour, quand ils sont devenus adultes en pleine santé, qui sont eux-mêmes parents parfois, ou alors qu'on en croise l'un ou l'autre qui est devenu soignant comme nous entre-temps. Het is altijd de mensen die komen bedanken voor de goede zorgen, of die terugkomen met een kindje van kijk een keer een goede gezondheid, waar dat je voor gevochten hebt, waar dat je voor dag en nacht eigenlijk verzorgen, strijden, en dat je zegt van ja, weinig hoop, en toch die erdoor komen en die dan nadien komen van kijk, het gaat goed met mij, dankzij jullie. Dat is de beloning eigenlijk, toch wel. C'est ça le plus épanouissant, c'est de voir que bien grâce à nos soins, on a permis à un enfant de continuer, soit de remener une vie normale, ça dépend un petit peu du type de pathologie, soit de enfin mener une vie normale. Et c'est vrai que le contact avec les enfants est un contact quand même qui est extrêmement enrichissant aussi. Ouais. Même un grand prématuré peut nous apprendre quelque chose. Maar ja, het troosten van een kind eigenlijk, zo vind ik. Dat is zo, als een kind, je merkt dat het moet getroost worden. En dat was een moment dat die moeder er ook niet was. En die vader, je zag dat die was er nogal vrij onhandig en zo. En dan was echt zo, dat vastpakken, dat raakte mij echt enorm. Dat was zo, sinds dat ik het is wel zo, sinds dat ik nu zelf een dochterken heb ik dat veel meer zo, die band met kinderen. Zo vroeger had ik dat helemaal niet. En nu met zelf kinderen te hebben, heb ik wel zoiets van, ja man. En dat was echt zo, dat die haar deugt van zo echt zo'n keer een knuffel. Je weet dat wel, gelijk dat volwassen mensen ook heel veel nood kunnen hebben aan knuffels. Dat die dat kunt hebben, maar dat die mij ook deugt. Zo van daar te kunnen zijn voor dat kind en van die gewoon een keer goed te kunnen vastpakken. Want eigenlijk meer had hij op dat moment niet nodig. Ja.